Les deux mains sur la table, un podcast en immersion avec Fred Ricou. Une série de reportages au cœur des cuisines qui inventent la gastronomie de demain. Je vous emmène à la rencontre de la chef Cybèle Idelot à quelques kilomètres de Paris. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez lui laisser une note ou un commentaire, ça aide vraiment à le faire connaître. Quand j'ai rencontré Cybèle Idelot et son restaurant à Gambé dans les Yvelines, le guide Michelin lui avait attribué une étoile verte, preuve d'une cuisine hautement responsable. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, Ruche est auréolée d'une première étoile rouge. Je suis arrivé par une fraîche matinée de novembre dans son immense jardin. Ah bah voilà, je vois la chef qui est au travail. Bonjour. Ça va bien? Oh là, attendez, je marche là, je m'enfonce. Ah ouais, c'est dans le fumier. Je suis sur le fumier. Ouais. Le fumier des voisins cavaliers qui sont le haras qui sont autour du domaine. Ça veut dire que là, on va parler effectivement pendant tout le reportage d'éco-responsabilité. Et là, je commence les pieds dans le fumier. Et, et même le fumier est éco-responsable. Ça veut dire qu'il vient juste d'à côté, quoi. Exactement. Et c'est fumier, c'est des chevaux qui sont élevés sans antibiotiques et tout. De toute façon, on laisse reposer pendant minimum 1 mois que ça décompose. S'il y a quoi que ce soit, que ça attend de régénérer et puis décomposer un petit peu. Il fait super froid ce matin, non? Je crois que c'est le premier matin où il y a les frimas, c'est ça? Il y a un petit peu du givre. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime bien venir le matin comme ça dans le potager, ça réveille, ça donne plein d'énergie. Et en plus, toutes les plantes sont hyper contentes quand c'est fait un peu frais comme ça. Donc c'est du bonheur pour moi de venir comme ça le matin. Quand je vous ai interrompu, là, vous ramassiez quoi, chef? C'est grave. Ça rentre dans le repas du midi? C'est sur notre version de dégustation végétarienne. D'accord. Donc ça remplace la viande. Ah, vous me présentez un petit peu le jardin, là, puisqu'on y est. Après on repartira un petit peu pour ramasser la suite un petit peu. Il est immense, ce jardin, quoi. Je crois qu'il y a 1000 mètres carrés, c'est ça? Non, il y a plus. Il y a beaucoup plus? Oui, on est au moins 2000 mètres carrés maintenant. Je n'ai pas la dimension exacte, mais ça ne s'arrête pas d'étaler, en fait. On a là-bas, on est en train de refaire notre but pour élargir encore le potager. Alors vous, quand vous êtes arrivé en France, il y a quoi, une dizaine d'années à peu près, quand vous êtes installé en France, vous êtes installé déjà à Boulogne-Billancourt, vous avez ouvert un premier restaurant, et en fait vous vouliez, au bout d'un moment, cultiver vos légumes, c'est ça? Et vous avez dit, tiens, on va chercher un lieu? C'est ça, on cherchait un lieu qui n'était pas trop loin de Boulogne. Justement. Donc au début c'était juste un lopin de terre qu'on cherchait et dans le Haute-Vallée-de-Chevreuse entre autres parce que c'est vraiment forêt nationale, c'est très nature, on est entouré de la nature et on n'a pas trouvé lopin de terre donc j'ai commencé à chercher un grand terrain avec une petite maisonnette éventuellement sur la propriété. Ici Domaine et Bruyères c'est le premier endroit qu'on a visité. Et c'est le coup de foudre? Oui, c'était le coup de foudre. Et tout de suite, il y a la maison qui était une ancienne relais de poste, construite en 1850. Après, c'était une taverne et après, maison familiale. Et on a acheté justement à la personne qui avait ça. Et en fait, c'était dans un état un peu délaissé, mais j'ai vu un énorme potentiel, justement, tu vas voir, avec les touches anciennes comme les tomates, cheminées, donc ça fait vraiment une maison, mais on a mis le restaurant et les chambres d'hôtes. Et vous, la particularité effectivement de ce lieu, qui s'appelle Ruche, alors déjà il y a des ruches, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est surtout que tous les légumes que vous utilisez viennent d'ici, viennent de votre ferme en fait. Exactement. Là, on est autosuffisant à 100% sur Ruche et une grande partie sur la table des Cybèle à Boulogne. Mais là, ça fait depuis l'année dernière qu'on a vraiment trouvé le rythme pour être à 100%. Donc d'avoir les racines en hiver qui durent le froid d'hiver. On a aussi une serre où il y a des choses un peu plus fragiles qu'on va cultiver en hiver. Donc là, l'année dernière, on a fait toute l'année jusqu'à présent sans acheter quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a comme fruits et légumes alors? Là c'est immense, où je me tourne, je vois du vert partout. Oui. Tout le jardin, je crois, il est en agroécologie, c'est ça? C'est en sol vivant et permaculture, on va dire. C'est un peu un mélange de
tout. On a adapté en fonction du sol, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui est très humide, donc on a dû adapter par rapport à ça. Par rapport à l'exposition, parce qu'il y a un vent du nord qui est très présent, donc il fallait réagencer après 2 ans de culture, on a dû réagencer pour adapter au climat, l'exposition et le sol. Alors quels sont tous les légumes que vous faites? Là, aujourd'hui, on a céleri érable, on a vu ensemble. Il y a plein de carottes de différentes couleurs. Là, et ça, c'est des petits radis aussi. Là-bas, on a les betteraves et là, c'est des radis glaces. Donc, c'est au radis daikon, c'est des radis blancs très, très gros. Donc, il y a On ça. trouve beaucoup dans la cuisine japonaise, c'est ça à la base, hein? Exactement. Donc moi j'aime bien, déjà il y a des touches japonaises dans ma cuisine, mais oui j'aime bien utiliser les produits japonais aussi, mais cultivés chez nous. Après ici on a les patates douces. On voit que les feuilles pour l'instant, on n'a pas encore récolté. On voit qu'il y a des fleurs qui apparaissent et une fois que les fleurs tombent et les feuilles commencent à faner, comme pour les pommes de terre, on peut commencer à les ramasser. On continue à faire un petit peu le tour du jardin? Oui, on y va. Donc là je vois des poireaux, bon Oui. ça c'est le légume de l'hiver, hein, donc c'est l'avantage. Oui, c'est ça. On a les poireaux, c'est pareil, ça craint pas du tout le froid, donc ça on peut utiliser tout le long de l'hiver. Ici on a les derniers haricots, ça c'est des haricots plats. Donc, Vous êtes d'origine californienne, la Californie effectivement a été à la pointe, on va dire dans tout ce qui est bio, nature, etc. C'était comment dire, quand vous êtes arrivé en France, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire, vous êtes arrivé, vous êtes dit, voilà, je vais forcément faire comme ça. Oui, j'ai toujours fait comme ça et justement, comme tu dis, je peux pas faire autrement, c'est dans le sang. J'ai grandi dans un endroit où il y avait un énorme respect pour l'environnement, c'est vraiment inné. Il y avait plein de petits producteurs autour de où j'ai grandi et puis on avait notre propre potager aussi. Donc il y a toujours eu aussi cette notion de anti-gaspillage, vraiment de rien gâcher, un respect pour la terre, pour les produits, pour tout en fait. Pour l'océan, c'est un tout. Donc je continue à travailler comme ça parce que je ne peux pas faire autrement. Quand vous choisissez par exemple des producteurs, vous travaillez forcément avec des producteurs qui travaillent comme vous, j'imagine. C'est ça, il faut que les producteurs ils ont les mêmes valeurs que nous. C'est important, ça, c'est parce que sinon il n'y a pas de sens. Donc on a la chance d'avoir plusieurs producteurs dans la région avec qui on travaille, qui ont les mêmes valeurs. Donc plus tard dans votre cuisine, on va absolument pas retrouver de fruits exotiques, de choses comme ça. C'est-à-dire que vous faites uniquement ce que vous plantez. Oui, à part les fruits, on source ailleurs. On travaille avec les gens localement aussi. Notamment une productrice qui a lancé dans la production de fruits plutôt exotiques. Pour l'instant, nous avons un fruit qui s'appelle le kiwi. Et elle est à peu près 10 minutes d'ici. Kiwi, c'est un mini kiwi sans poils qu'on peut manger entièrement. Donc ça c'est sur les plats aujourd'hui. Elle fait aussi les figues. Voilà, donc pour l'instant, nous en fruits, on a eu des pêches cette année, un peu d'abricots, les pommes, les poires, les coings. Donc ça on a encore et ça va arriver dans l'assiette dans peu de temps. C'est l'expérience qui vous a fait connaître tout ça, ou alors est-ce que vous êtes plongé dans les livres pour essayer de tout comprendre un petit peu de la botanique culinaire? Non, c'est sur le tard, vraiment, parce que la nature, il n'y a pas de règles. On peut lire tout ce qu'on veut, mais il faut les vivre pour savoir comment ça marche réellement. Et il y a toujours les surprises. Il y a toujours les surprises, c'est vraiment, on ne connaît jamais assez, une année ne ressemble pas à l'autre, il faut s'adapter continuellement. Et malgré tout ça, il y a des fois, il n'y a vraiment rien à faire. C'est la nature qui prend toujours le dessus, mais il faut faire avec. Voilà, Mais pourquoi ça ne pousse pas exactement comme on veut? Mais pourquoi? Non, mais bon, on trouve la raison pourquoi, mais des fois, on ne peut rien faire. Oui. C'est comme ça. Mais c'est pour ça que travailler dans la nature, avec la nature, c'est... on apprend beaucoup de patience, on apprend de prendre du recul aussi, parce que moi je me souviens la première année,
il y avait nos fèves, il y avait gelé et j'étais en panique, j'étais en pleurs presque parce que j'ai pensé qu'on allait perdre toutes les fèves. Mais on apprend de petit à petit de prendre un peu de recul parce que si on prend tout à cœur comme ça, on n'est pas au bout de notre déception. Oui, je comprends bien sûr. On est où la Cybèle Idelot? Nous sommes dans notre parcelle du potager. Donc ici on a des choux pointus. Ça aussi ça tient bien. Et ici c'est les dernières courgettes. Ah oui, effectivement, on en Oui, voit oui. quelques-unes. Ouais. Oui, Des courgettes jaunes. Oui, il reste un tout petit peu. Et à côté, c'est un petit champ de fleurs sauvages. On voit les soucis, les borraches, qu'on utilise beaucoup dans les plats aussi. J'imagine que vous avez des plantes aromatiques. Oui, tout le long là-bas, il y a les plantes aromatiques. On a un petit peu juste derrière la cuisine parce que c'est assez pratique de sortir de la porte de la cuisine et chercher de quoi on a besoin. Donc on a un peu portée de main comme ça. Après, il y a aussi pas mal de plantes sauvages qui poussent sur la propriété que j'utilise, comme l'oseille sauvage, les petits trèfles. Ouais, il y a des choses que je connais bien, que je ne prendrai pas de risque là-dessus. Mais ouais, sinon, on a un mélange d'herbes sauvages et les aromatiques cultivés par nous-mêmes. Et là, on arrive vers les ruches alors. Oui, les ruches sont là. Je pense pas que les abeilles vont sortir avec ce foie, mais Je le comprends. on peut aller voir. Je vais voir, mais normalement quand il fait froid comme ça, elle fait le travail à la maison, dans la maison. Ouais, c'est ça. Donc, C'est vous qui avez apporté les ruches ou là il y en avait déjà? Non, c'est nous. On a un apiculteur qui est installé pour nous. Donc voilà. Ça c'était la première ruche qu'on a installée. Ça avec la personne qui a mis le jardin et le potager en place. Et après, on a appelé un apiculteur pour installer d'autres, pour avoir une abondance d'abeilles, pour polliniser. Hop, voilà, il y en a. On a quelques-unes effectivement qui sortent. Il y a une courageuse là, qui est sortie. Elle est sortie, elle est rentrée, elle fait non, c'est bon les filles. C'est ça. C'est bon, il fait Je froid. ne conseille pas. Quand vous êtes arrivé avec Franck, ici votre mari, on parlera avec Franck plus tard parce que lui s'occupe des vins, il s'occupe des vins en biodynamie, etc. On parlera un peu plus tard avec lui. Quand vous êtes arrivés ici tous les deux, vous avez les yeux qui ont brillé et tout de suite vous aviez des idées, donc effectivement le jardin, recevoir des gens, etc. Tout de suite ça a matché quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment le lieu qui a inspiré le projet. Total. À la base, il y avait forcément l'envie de faire le potager, mais tout le reste, c'est vraiment le lieu qui nous a inspirés. Ah ben voilà, là on rentre. Au chaud. On rentre au chaud, oui c'est meilleur hein, quand même. Hein. Bonjour. Ah, je vois des gens qui petit déjeunent. C'est bon, c'est bien? Je peux vous poser quelques questions? Oui, tout à fait. Pourquoi vous êtes venu ici? On a des amis qui sont venus ici et qui nous l'ont recommandé. Et comme on est à Paris, c'est pas loin. Donc c'était une bonne idée pour l'anniversaire de mon mari. La chef a une démarche très éco-responsable, j'imagine que vous le savez. Oui. Est-ce qu'on vient aussi pour ces raisons-là? Ouais. Bah en fait c'est parce qu'on a vu effectivement qu'il y avait un petit potager, un petit potager à côté qu'elle cuisine en circuit. Un petit potager, vous voulez dire, il y a 1000 mètres carrés. Un grand potager, ouais, tout à fait, qu'elle utilise pour la cuisine et du coup c'est les circuits courts, c'est à l'image du dessert là dont on parlait juste avant en fait. Où tout ce qui est chocolat importé et vanille, en fait, elle a remplacé ça par des choses locales et on s'y tromperait à manger un sponge cake au chocolat alors que ça n'en avait pas, quoi. C'était assez bluffant. Ouais. La cuisine, elle est magnifique. Là. On rentre là, c'est extrêmement clair parce que vous avez mis une sorte de grande baie vitrée, quoi. Et c'est quand même agréable de travailler avec la lumière naturelle, quoi. Ouais, on est vraiment privilégiés, surtout d'avoir travaillé à Boulogne notamment, où il y a peu de lumière naturelle, même il y a un petit peu par rapport aux cuisines parisiennes, c'est clair qu'on est privilégiés. Ça change un petit peu la façon de travailler quand on est un peu, on va dire, à l'air libre, quoi, avec vue sur le dehors.
Ça change. C'est juste on est plus connecté avec la nature et ce qui se passe dehors, hein. Donc c'est plus ça. On est toujours conscient du temps, qu'est-ce qu'il fait là dehors. On pense forcément ce qui se passe dans le potager, quand il fait trop chaud, quand il pleut beaucoup. On est vraiment connecté avec ce qui se passe. Là, je vois, il y a 1, 2, 3, 4 personnes plus vous. Donc vous êtes 5. C'est pas très grand, etc., etc. On est forcément dans une forme de transmission. Vous qui êtes effectivement une chef qui est autodidacte, comment on apprend à des jeunes effectivement à travailler de la même manière que vous ? J'espère que mes valeurs et mes envies et ma façon de travailler, c'est assez puissant que je puisse donner l'envie de suivre mes démarches. Mais les personnes qui viennent pour travailler ici sont aussi déjà sensibles à ce d'être respect pour l'environnement et côté écologique. Donc c'est vrai que quand les gens postulent ici, ça fait partie du critère aussi, entre guillemets, qu'il y a cette envie de travailler dans la même manière, d'apprendre notre façon à travailler. Donc c'est vrai qu'il y a déjà une certaine sélection et après, une fois qu'il y a des bases, tout le monde participe et en fait l'équipe prend leurs ailes en fait et rentre dans cet esprit et partage leurs idées aussi, comment on peut aller plus loin dans les démarches anti-gaspillage et éco-responsabilité. Donc ça devient vraiment un travail d'équipe, mais je mets la fondation. Et après, c'est aussi à eux de prendre leurs ailes et participer de leur côté. Vous avez démarré il y a à peu près 25 ans en cuisine. Est-ce que vous avez vu une évolution ? Parce que là, effectivement, vous me dites, les jeunes qui travaillent avec vous sont déjà intéressés par ces questions, effectivement, d'éco-responsabilité, d'anti-gaspi. Vous avez vu cette évolution, effectivement, au fur et à mesure ? Oui, il y a une certaine tendance. Il y a même les écoles aussi qui spécialisent dans les démarches éco-responsables. Donc ça fait plaisir de voir parce que dans certaines écoles, encore aujourd'hui, ça manque énormément ces démarches. Il y a des écoles de cuisine qui travaillent encore à l'ancienne où on utilise la moitié des produits et le reste on jette. On prend juste le milieu, le plus beau et tout le reste on jette. Mais il y a quand même une tendance dans l'éducation des futurs cuisiniers aujourd'hui qui se produisent dans les écoles aussi. Ça vient aussi l'envie des jeunes d'être dans ces démarches parce que je pense que chez les jeunes il y a une conscience quand on voit ce qui se passe sur la Terre aujourd'hui, ça devient assez flagrant. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui viennent manger ici qui sont végétariens. Donc c'est vraiment les adolescents, il y a une vraie tendance à ces jeunes. Donc je pense que ça va dans le bon sens d'être conscient de l'environnement et l'impact que nous pouvons avoir. C'est vrai que ça fait plaisir dans ce sens-là. Il faut aussi savoir qu'ici, les gens qui travaillent en cuisine et en salle, ils ont la main dans la terre aussi, parce que c'est toute l'équipe qui s'occupe du potager. C'est ça, en fait, là, ce matin, on y était tous les deux, mais d'habitude, il y a toute l'équipe qui est avec vous dans le potager. Oui, en fait, toute l'équipe est dans le potager le jeudi matin. Donc, demi-journée, tout pour cultiver, pour agencer, mais vraiment de faire A à Z. Donc, il y a une application énorme et une conscience de ce que c'est de cultiver les légumes et ça apporte aussi un respect supplémentaire parce que on est content quand ça marche, on n'est pas content que ça marche pas, mais dans tous les cas, il y a cet effort qui va dedans, cette application et cette passion de cultiver nos propres légumes. Donc, et en salle, ce qui est génial, c'est que les personnes en salle, nos chefs de rang, peuvent parler mais réellement avec les clients et partager une vraie connaissance du produit. Quand on met du temps à faire pousser des choses, on a envie effectivement que le produit soit magnifié, j'imagine, jusqu'au bout. On va pas jeter une partie quand on a mis déjà 3 mois à le faire pousser, quoi. C'est ça, et il y a autre chose. Quand on reçoit une livraison, par exemple, de betteraves, souvent il n'y a plus de feuilles, plus rien.
Les carottes aussi, on peut avoir les carottes avec les fans, mais ici on a la totalité. Le céleri rave, par exemple, on a les feuilles, donc on fait quelque chose avec. Les betteraves, on va avoir les feuilles, les carottes, etc. Donc c'est aussi, on a la totalité de produits qu'on produit nous-mêmes. Donc il y a ça aussi, c'est un petit challenge, mais c'est aussi un avantage parce qu'on a une autre partie de produits qu'on peut transformer et c'est des parties que les gens sont pas forcément, ils n'ont pas forcément l'habitude de manger. Donc c'est une découverte pour les clients aussi. Oui, avec un même produit, on peut faire 1, 2, 3, 4 préparations, quoi. Exactement. Et on a toujours un plat. Je veux dire chaque saison, mais nous on a à peu près 8 saisons, c'est pas les 4 saisons en tant que telles, mais à chaque fois qu'on a un produit qui change, on a toujours un produit où on montre plusieurs façons de travailler le produit. Actuellement c'est justement avec l'aubergine qu'on a vu, où on a la chair qui est transformée en caviar d'aubergine, les peaux qui ont transformé en une sorte de dashi, et puis on a aussi des aubergines japonaises qui sont snackées, rôties, servies avec une mise au maison. Donc on a fait avec les tomates, on a fait avec les courges, on a fait avec les asperges, on a fait avec les navets. Et on verra, on n'a pas encore décidé le prochain, mais l'aubergine ça finit bientôt, donc il faut qu'on vite décide ce qu'on va faire en termes de ce déclinaison qui représente le côté anti-gaspillage. Alors ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, c'est que vous n'utilisez pas des produits, on va dire, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est vanille, ça vous l'utilisez pas. Et vous utilisez donc des plantes qui auraient sensiblement le goût du chocolat, qui auraient sensiblement le goût de la vanille. Et c'est aussi comme ça qu'on fait avancer aussi l'éco-responsabilité. On se dit, voilà, on peut proposer aux clients des choses qu'ils connaissent, avec des codes qu'ils connaissent, mais avec des produits totalement différents. C'est ça. Je pense que le côté, l'alternative au chocolat, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps, que j'ai appliqué à peu près en janvier cette année, où je voulais trouver une alternative au chocolat. Il y a cette gourmandise, cette richesse, cette chaleur qu'on a dans le chocolat, mais sans utiliser le chocolat qui vient de loin, donc qui a une taxe carbone qui est importante. Du coup, j'ai créé un dessert où j'ai fait une sorte de... j'appelle ça le faux cacao, donc de faux cacao. Donc c'est un mélange de différentes épluchures, feuilles, parures de légumes qui sont torréfiés. Donc et aussi il y a des petites pieds de champignons shiitake séchés aussi. Donc j'ai essayé de recréer un petit peu les caractéristiques qu'on trouve dans le chocolat. Donc que ça soit une petite acidité, côté torréfié, le sous-bois avec les pieds de champignons shiitake. Je déshydrate tout et j'ai fait une poudre avec pour faire les préparations que je vais faire une partie là. On y va ? Oui, on y va. Allez, on y va, tiens, je vous suis, allez. On va faire un peu du chocolat, c'est ça comment vous appelez ça ? Faux cola ? Non, faux cacao. Faux cacao, pardon. Faux cacao. Alors qu'est-ce que vous prenez pour faire du faux cacao ? Là, en fait, je vais juste faire un petit streusel avec. D'accord. Dans l'assiette, il y a un sponge cake et aussi un streusel. Donc un streusel pour apporter un petit peu de texture. Ouais, très bien. On a le moelleux du sponge cake et puis le streusel qui est un petit peu croustillant. Ça, c'est le fameux faux cacao. Vous pouvez laisser sentir. Oh, c'est extraordinaire. Donc, c'est un petit air un peu entre cacao et puis un peu caroube. Pour ceux qui connaissent le caroube, c'est un peu une alternative au chocolat. C'est extraordinaire, franchement. Vous me l'auriez fait sentir comme ça, je vous aurais dit bah oui, c'est du cacao, quoi, sans problème, quoi. Moi j'ai hâte de goûter ça. Bon, je vais vous laisser travailler, Cybèle Idelot, et puis on se retrouve juste après. Oui, d'accord. Alors voilà, je vais m'installer à table. On va commencer le déjeuner et au fur et à mesure, vous allez entendre effectivement les différents plats qui me sont servis. Et voilà, vous allez
comprendre effectivement la cuisine de la chef Cybèle Idelot. Je rappelle qu'on est dans son restaurant qui s'appelle Ruche. On est à Gambé, dans le 78. Ah bah tiens, voilà, ça démarre. Alors là, on commence avec une mise en bouche. Donc vous allez retrouver un buñuelos. Donc c'est une pâte à beignet qui sera garnie de ricotta maison avec un pistou de tige de pissenlit et pickles d'oignon. Et ici, vous allez avoir une infusion d'eau de courgette fermentée avec une huile de fenouil et pollen de fenouil. Oh merci, ça va être sympa tout ça. Merci beaucoup. Alors ici, vous allez avoir les tomates champagne du jardin. C'est la variété de petites tomates jaunes. Elles seront servies sur un ketchup fumé que la chef fait maison, parfumé au gingembre français. Et tout autour, vous allez retrouver de l'aro blanco, donc c'est une crème d'ail blanc. Et en haut, c'est la chips de tomates séchées. Cybèle Idelot qui vient me servir en personne. Qu'est-ce qu'on mange, chef, alors? La suite, c'est du rouget barbé, qui est juste grillé. C'est servi avec les girolles. La sauce, c'est à base de jus d'arête rôti, du vin rouge et le foie de rouget. Donc on utilise vraiment la totalité. On va sur quelque chose un peu automnal. Justement avec un poisson de rouget qui peut bien supporter ces saveurs. Et c'est fini juste pour avoir un peu de fraîcheur avec le maïs. Qu'est-ce que j'ai à boire aussi? Là, ça fait partie de la dégustation d'élixir sans alcool. Et on va sur une infusion de fenouil. Et c'est parfumé avec la bergamote. Merci, chef. Je vous en prie, bon appétit. Et le dessert donc arrive à table maintenant. Oui, donc ici on a un financier à la farine de sarrasin avec un chibouste parfumé au basique thaï. On a des figues et puis un collier de figues avec un tout petit peu de poivre de Szechuan qu'on a ici dans le jardin aussi. Vous avez du poivre de Szechuan? Oui, on a Timout et Szechuan. Waouh! Ça c'est génial ça, donc il n'y a même plus besoin de faire des milliers de kilomètres pour avoir du poivre de Szechuan maintenant. Exactement. C'est merveilleux. Et puis c'est servi avec un sorbet qui est fait par de petits laits de beurre. Donc on a dit les ribots, mais en réalité c'est plutôt le bas beurre. Ah, je reconnais la couleur. Oui. C'est ça, hein, c'est le focaccia? Oui, c'est ça. C'est le sponge cake au focaccia. Donc l'idée de cette assiette, c'était vraiment d'apporter la gourmandise du chocolat, vanille et café, sans tout ça. Donc habituellement, on fait un petit jeu avec les clients et il faut qu'ils devinent ce qu'il y a dedans. Mais là, je vais vous dire direct. Donc il y a le sponge cake, c'est focaccia. Le focaccia, c'est à base de différentes épluchures, plutôt des légumes racines. C'est ce qu'on vous avait fait sortir en cuisine, c'est ça, hein? Exactement. Donc c'est torréfié. Et ensuite, il y a un crémeux à l'orge torréfié. Donc ça donne un goût de café. Et puis la glace, c'est au mélilo. Donc la plante salade. Qui sent un petit peu la vanille en fait. Vanille, fève de tonka, exactement. Même les notes de noix de coco un petit peu des fois. Et le struzzo, c'est pareil, c'est fait à base de faux cacao, donc de faux cacao. Et au-dessus, il y a un petit caramel. Le caramel, c'est fait à la base d'épluchures de légumes, principalement le céleri grave. Quand on fait rôtir, on fait réduire, ça fait vraiment un jus végétal assez costaud et après on caramélise pour faire le caramel. Ouh, très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Cybèle? J'ai mon pain à faire. Et aussi quelques fonds de sauce, etc. Donc ce que je pense ce serait bien, c'est de partir avec Franck qui va faire un tour à la ferme de la Tremblay pour récupérer notre laiterie, donc fromage et lait frais. Eh ben, très bien, c'est à côté. Oui, c'est à un quart d'heure d'ici. On y va, Franck? C'est parti. On va où, Franck, là alors? Cybèle nous a dit qu'on allait à la ferme, on va où? Oui, en effet, on va chez nos amis de la ferme de la Tremblay à la Boissière-l'École. On est à 10 minutes, un quart d'heure en voiture. Donc on travaille avec eux depuis très longtemps déjà avec la table de Cybèle à Boulogne-Billancourt, ça fait 12 ans. Car ils ont vraiment une démarche qui est identique à la nôtre, la même philosophie. Côté éco-responsable, agro-responsable. Ils ont leurs animaux qui sont à l'extérieur, qui broutent de l'herbe, mais c'est peut-être bête, mais c'est important. Et il y a ce côté éthique aussi au niveau des animaux, de l'élevage, de la traite. Et surtout, ils sont en autonomie totale sur l'énergie,
car ils réutilisent en fait le méthane de leurs animaux, donc des vaches. Comment vous les avez trouvés? Ah bah ça remonte à 12 ans maintenant, 12-13 ans, quand on cherchait des artisans avec qui travailler pour notre premier restaurant et qui ont cette démarche très, très proche de l'environnement. C'est comme ça qu'on les a vraiment trouvés et le fait est que notre deuxième restaurant n'est pas très loin de chez eux, dans les Yvelines, Ruche, et ça montre que en fait, l'artisanat se développe parce qu'en fait autour de chez nous aujourd'hui on travaille avec beaucoup d'artisans éleveurs. Bonjour. Bonjour. On est ici chez vous, c'est ça? Exactement, à la ferme de la Tremblay. La ferme de la Tremblay? C'est très grand ici. Qu'est-ce que je vois quoi là? Je vois, on dirait une sorte de hangar avec des copeaux de bois. Qu'est-ce que c'est? Exactement, c'est des copeaux de bois à l'intérieur. C'est une chaudière à bois, tout simplement. On a à peu près 200 hectares de forêt, qui fait partie de la forêt de Rambouillet, du coup, qui est à nous. Et on va utiliser cette forêt pour avoir nos copeaux de bois et chauffer à la fois notre production de fromage, mais aussi les étables pour nos animaux, et, les logements pour le personnel, nos bureaux, voilà, tout le site, la boutique également. On va faire un tour? On va faire un tour, allons-y. On y va. Combien vous avez de bêtes? Alors, actuellement, on est à peu près sur 180 vaches laitières. Et au niveau des chèvres, on est à 500 chèvres. C'est une belle exploitation, hein? Oui, effectivement, c'est très boisé, c'est très fleuri. Et ça a toujours son petit cachet d'histoire, donc nous, c'est ce qu'on apprécie. Là, on approche. On a une grande porte. On la pousse un peu. Et voilà. Salut les filles! Alors, bizarrement, elles sont très sages. Elles sont pas très bavardes ici. Ok. Ça fait pas des baies à tout va? Alors, pas spécialement. Peut-être plus au moment de la traite, quand elle aura... quoique même, non, elles ont déjà commencé la traite, là. Donc, non, elles sont très calmes. On va voir si elles acceptent un peu de discuter avec nous. Il y en a 500, c'est ça? Voilà, en tout, on en a 500. Donc là, ici, après, on va les répartir en fonction de leur âge, notamment. On a toute la partie qui va être plus jeune, qui ne vont pas être présentes en fait, dans ce hangar-là, qui sont dans l'autre hangar. Et après, au niveau des races, on a principalement de la race alpine. En fait, c'est tout simplement la petite chèvre marron avec un liseré noir sur le dessus. Et on a un tout petit peu de Murciana granadina. Donc les Murciana granadina, c'est celles qui sont toutes noires. C'est une race qui vient d'Andalousie et ça va permettre d'avoir un lait un peu plus riche. C'est vous, Franck, qui faites souvent l'aller-retour. C'est vous qui allez chercher régulièrement les produits, c'est ça? C'est ça. J'y vais tous les 15 jours chercher le lait pour que la chef puisse faire sa crème fraîche et son beurre et les différents fromages. Passer effectivement des startups, parce que vous avez une première vie dans les startups, à justement aller mettre les mains, on va dire, dans la terre, quoi, avec les chèvres, avec les animaux. C'est ça. La première fois, ça vous a un petit peu surpris ou pas du tout, si vous y étiez? Je viens du monde rural et ma famille est dans le Champagne, je suis fils de vigneron. Donc j'ai mis les mains dans la terre à l'âge de 3 ans, j'étais dans les vignes déjà en faisant les vendanges et tout ce qui va avec. Donc j'étais entouré d'animaux aussi depuis la jeune enfance. Quand on reviendra effectivement au restaurant, vous me parlerez un peu vin, parce que c'est vous le sommelier. Ou énième casquette, voilà, quand on travaille en famille, c'est comme ceci. On continue la balade? Oui. Ils sont calmes, hein? Elles sont super calmes. Je suis en train de manger. Ah, c'est ça. Elles sont Si on fait pas de bruit quand on mange, oui, je comprends. Du coup, l'alimentation est faite sur la ferme également. Voilà. Donc on a nos cultures, donc on a à peu près 240 hectares de culture et on fait notre ensilage nous-mêmes. D'ailleurs, aujourd'hui, nos éleveurs, une partie de nos éleveurs sont partis récolter l'ensilage. Allez, petite ellipse, on a repris la voiture pour venir voir les vaches. Donc c'est ça, hein? Exactement. Vous êtes actuellement à Eden. Voilà, c'est une partie de notre ferme dont on est très fiers, qui est très récente. Donc ça va faire un petit peu plus d'1 an que les vaches ont déménagé. Donc c'est le paradis des vaches ici. On va voir un peu le paradis des vaches. Allez, allons-y. Elles sont belles ces vaches. Ah, il y en a une qui se fait masser. Oui. On a installé en fait un petit peu partout des robots de massage, donc de différentes tailles, parce que je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais on a là 2 races du coup principales qui sont très différentes. Il y en a une qui est très grande, donc la tachetée blanche et noire, qui est du coup la Prime Holstein, donc la laitière classique. Et on a notre petite Jersiaise, notre favorite, qui en plus d'avoir des très beaux yeux de biche et un caractère vraiment adorable, en fait elle va fournir un lait beaucoup plus riche. Donc pour nos fromages, c'est super, ça va donner plein de goût. Là, il y a un mélange de jeunes et de plus âgés, c'est ça, de vaches? Exactement. Donc là, on a pas mal de petites jeunes sur le côté gauche. Et là, en fait, effectivement, on a un début des vaches qui ont été mises à la première reproduction.
Là, effectivement, Frankie de l'eau vient donc sur place, se déplace, etc. Il y a beaucoup, effectivement, de restaurants qui viennent sur place pour vraiment être au contact à la fois des bêtes et des produits directement. Alors, il y en a énormément. Nous, de toute façon, à chaque fois qu'on va rencontrer un professionnel, on va lui proposer de toute façon une visite, si ce n'est pas lui qui va nous le proposer, pour visualiser en fait notre entreprise, mais surtout pouvoir retranscrire notre savoir-faire, notre histoire, voilà, toute cette qualité en fait qui doit être passée aux clients. Et après, vous allez au restaurant, vous allez goûter ce qu'ils font avec vos produits ? Alors oui, exactement. Francky de l'eau, on vient de rentrer de la ferme de la Tremblay, mais vous êtes spécialisé dans les vins, vous êtes un peu le sommelier, effectivement, je l'ai un peu dit juste avant, vous êtes un peu le sommelier de la maison, et vous travaillez surtout les vins en nature, les vins en biodynamie, les vins qui correspondent en fait à la cuisine de la chef, c'est ça ? Exactement, j'ai cette casquette supplémentaire où je m'occupe de la carte des vins et le conseil auprès de mes clients. Et on a cette philosophie aussi bien dans l'assiette que dans le verre, côté nature, environnement et travailler sans entrants chimiques. Vous, effectivement, vous êtes un enfant de la Champagne, si j'ai bien compris. C'est ça. Comment on se lance dans les vins nature ? Déjà, vous connaissiez un petit peu ce secteur, les vins nature, les vins en biodynamie, etc. Parce que finalement, on en entend parler depuis quoi, 10, 15 ans ? Mais voilà, on va dire que pour le grand public, c'est encore nouveau, quoi. Le vin nature, en fait, existe depuis toujours, hein, il a été créé lors de la création du vin. Et la chimie est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est devenu un vin conventionnel. Mais le vin en tant que tel, on dit nature aujourd'hui, mais le vin tout court, c'est ce qui se passait lors de nos arrière-grands-parents avant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, de ma part... Ça, vous n'êtes pas si vieux pour vous en souvenir. Donc, Non. comment on s'accapare ces vins, effectivement ? C'est par rapport à ma famille aussi qui est dans le Champagne. Ils ont toujours travaillé en raisonné et puis ils sont passés, alors après en nature ils n'ont pas le label quoi que ce soit, mais ils font attention par rapport à l'environnement. Et j'ai toujours été élevé dans cet environnement entre guillemets au sens large. Et j'ai un palais qui est plutôt nature que conventionnel. Et c'est comme ça que en fait je ne consomme que je m'intéresse qu'à des vignerons qui font le respect en fait de leur terre, de l'environnement et de leur vin en finalité, hein, et en finalité donc du consommateur. Comment est-ce que vous choisissez les personnes et les vignerons avec qui vous travaillez ? En fait c'est par rapport à la cuisine de la chef. On est plutôt dans un monde végétal. Moi, ça fait avec le premier restaurant, donc depuis 12 ans, on travaille, on a référencé des vins nature et j'avais un petit réseau et ce réseau évolue en fonction grâce à mes vignerons qui me dirigent vers d'autres vignerons qui travaillent comme eux et savoir si ça peut matcher par rapport à la cuisine de la chef, par rapport à notre goût, parce que je ne vends que des vins aussi qui sont à mon goût, au goût de la chef et qui puissent aller accompagner la cuisine. Quel vin fonctionne avec la cuisine, ce qu'on appelle la cuisine végétale ? Cuisine végétale, vous savez, là on peut aller sur le blanc. Sur le blanc, on peut aller sur l'orange. Les vins oranges, aujourd'hui on entend parler, mais le vin orange existe depuis 8000 ans en fait. Ce sont les Géorgiens qui ont créé le vin. Qu'est-ce que c'est le vin orange ? Le vin orange, en fait, quand on revient à la base du vin orange, en fait c'est des cépages blancs qui ont en presse directe. D'accord, donc on sépare la grappe du jus et ensuite, quand on a pressé cette grappe, eh bien on laisse macérer la grappe écrasée dans le jus X jours, semaines et mois. Et la couleur orange, c'est l'oxydation en fait de la baie dans le jus qui donne cette couleur orange. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est l'amertume qui se dégage. Donc, on va dire que, pour résumer, c'est le tanin du blanc. Tous les vignerons du monde font du vin orange entre guillemets, mais c'est assez confidentiel. Là aussi, effectivement, c'est assez nouveau par rapport au grand public. Il y a plein de gens qui font « Mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc ?» Alors qu'en fait, c'est très vieux. C'est ça, c'est très très vieux. Nous, on est là, dans ce type de restaurant, de pouvoir justement de leur offrir une balade aussi bien dans l'assiette que dans le verre. D'où les pairings. On fait des pairings avec le vin, mais aussi des pairings avec des élixirs. Non alcoolisés, donc à partir des légumes que nous produisons, avec les épluchures, des fruits, des légumes, on fait des accords élixirs. Vous participez, vous, effectivement, à l'élaboration de ces élixirs ? Je goûte surtout. La chef, c'est l'artiste, c'est elle qui sait en fait assembler en fait les différents produits pour faire de la fermentation, parce que beaucoup
sont faits via la fermentation et elle connaît déjà, et c'est ça qui est un peu son don, c'est de connaître ce que ça va faire en finalité. Et qui puisse s'accorder avec justement son menu dégustation qui évolue toutes les semaines. Donc nos élixirs évoluent toutes les semaines aussi. Merci beaucoup Franck. On va retrouver la chef en cuisine ? Eh bien on y va. Merci Allez, c'est beaucoup. parti. À tout de suite. Cybèle Idelot, on finit un petit peu cette journée avec vous. On est voilà, donc là je vous fais sortir à nouveau de la cuisine parce qu'en fait vous y êtes tout le temps dans la cuisine, quoi. C'est ça, hein ? Oui, il y a toujours quelque chose à faire. C'est vrai que quand on lance dans les démarches où on pousse jusqu'au bout, ça laisse très peu de temps libre. Mais bon, c'est que du bonheur. Je suis allé parler à quelques clients dans la journée. En fait, les gens viennent aussi et peut-être même surtout pour cette démarche éco-responsable. Oui, c'est super parce que on a des clients qui partagent nos valeurs et on fait découvrir aussi ce qu'on fait. Et on montre les possibilités qu'on peut aller au maximum au bout de démarches. Vous avez des clients qui viennent par hasard ? Euh, Enfin, si ce n'est par hasard, du moins juste pour découvrir un très bon restaurant, mais à part ça. Il y a certains clients, quand ils viennent, ils ne savent pas ce qu'ils attendent parce qu'en fait, par exemple, ils ont vu dans un guide, voilà, mais ils ne connaissent pas forcément les démarches et c'est une belle surprise. C'est presque mieux que quand les gens ils attendent quelque chose parce que c'est pour les gens qui attendent rien, en fait c'est très surprenant et ils apprennent plein de choses et ils partent avec les étoiles dans les yeux, vraiment épanouis parce que ils attendaient pas du tout ça. Oui, c'est ça. Quand vous leur expliquez, j'imagine vos serveurs leur expliquent un petit peu la démarche, vous sortez des cuisines pour aller discuter un petit peu aussi avec les clients à la fin ? J'ai fait mon maximum. Je fais mon maximum. C'est fait partie du plaisir. Après, je suis assez demandée en cuisine, mais le but, c'est de venir partager avec les clients. Et effectivement, en fin de service, je fais le tour des tables. Ou même pendant, s'il y a un petit temps libre, j'essaie de sortir au maximum. Et quand vous leur expliquez tout ce que vous faites, effectivement, on l'a vu, avec les herbes, avec les fruits et légumes que vous avez dans le jardin, voilà, ça leur ouvre un champ des possibles, en fait, c'est ça ? Oui, c'est surtout aussi, ils découvrent des serveurs qu'ils ne connaissent pas aussi, qui sont liés aux démarches. Donc, c'est une façon de concrétiser un peu quelque chose, une notion un peu obscure, en fait, ou une démarche qui est très sympa, mais que ça concrétise dans l'assiette et c'est là où ils comprennent réellement. Parce que c'est un concept, quelque part, mais quand c'est dans l'assiette et quand je partage comment c'est arrivé dans l'assiette, qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à ce qui est dans l'assiette, du potager jusqu'à l'assiette, c'est là où ils comprennent profondément le démarche et le travail qui est derrière et ils apprécient encore plus. Vous leur parlez aussi d'anti-gaspi pour leur expliquer un petit peu la démarche qui va en plus, peut-être qu'on voit un peu moins justement. Oui, surtout l'anti-gaspillage, parce que d'avoir les légumes de potager, c'est un peu évident, ça parle. Après, l'anti-gaspillage, oui, c'est quelque chose où je fais un vrai focus là-dessus, parce que ça, c'est encore... En France, il y a des notions d'anti-gaspillage, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont jusqu'au bout, aussi loin qu'on y va ici. Et on est toujours en train d'essayer d'encore aller plus loin. Et à chaque fois qu'on pense qu'on avait atteint le summum, on trouve une autre façon de travailler un produit. Donc c'est une sorte de laboratoire constant de la nature et qu'on partage avec toute l'équipe. Et on ne s'ennuie jamais, on va dire. Justement, on va reparler un petit peu de l'équipe. On en a parlé un petit peu ce matin. Vous avez confiance, justement, pas forcément dans l'équipe, mais je veux dire dans cette nouvelle génération qui vient apprendre à vos côtés. Vous vous dites, bon, bah voilà, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, tout ce que vous avez mis en place, vous, aujourd'hui, en fait, eux vont faire des petits encore plus. Et on parlera même plus de cuisine éco-responsable parce que de toute façon, elle sera, on va dire, naturelle. Oui. J'ai l'espoir. Confiance, on verra. J'ai confiance par rapport à les personnes qui sont passées par moi parce que ils savent pas travailler autrement. Au bout d'un moment, ils sont comme moi. Hein. Ils savent pas travailler autrement. Donc là, c'est tellement ancré dans moi et je transmets cette passion, cette détermination d'aller loin. Après, oui, j'ai l'espoir pour l'avenir des jeunes et des jeunes cuisiniers et j'espère que même
même en parlant avec toi et tout, de communiquer le maximum, que ça va les intéresser, un peu tétiller, et puis ils vont chercher les endroits où on travaille en respect de l'environnement. Dans les cuisines de ruche, il ne s'agit pas seulement de transmettre un savoir-faire, il s'agit de transmettre une manière d'être au monde. Et peut-être que la cuisine de demain commence par là. Les Deux Mains sur la table, un podcast en immersion par Frédéric Cour.